Glitch Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Jancourt. Salut tout le monde, bienvenue dans Des images qui bougent, le podcast qui vous aide à choisir quoi regarder. Vous connaissez tous cette expression, l'embarras du choix. On est tous abonnés à des milliards et des milliards de plateformes. C'est maintenant pléthorique l'offre de films qui nous est faite. Mais que regarder, quoi choisir? Eh ben, je vous aide à choisir les meilleurs films de mon point de vue, grâce à ce classement des 197 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 14 qui porte la lettre M. Et nous allons parler des films de la 119e position jusqu'à la 110e. 10 films qui sont clairement là dans des films déjà d'exception, hein, des films formidables. Parce que même si ils sont à peu près à mi-chemin sur les 197 films que je vais vous présenter, ils représentent déjà la quintessence des meilleurs films de l'histoire du cinéma. On commence par donc le principe, si vous débarquez dans cet épisode et vous êtes les bienvenus si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, carrément les bienvenus. D'ailleurs, je recommande de ne pas regarder le podcast dans l'ordre, il vaut mieux le piocher au hasard. C'est plus ludique encore. 119 places, je vais essayer de vous faire deviner les films à chaque fois, c'est un petit jeu rigolo. C'est un film de science-fiction dont le réalisateur n'est pas américain, il est canadien et il est francophone. J'imagine que ça vous permet déjà de réduire les candidats. Et c'est un film qui se passe il y a extrêmement longtemps dans l'histoire de l'humanité, pourtant c'est de la science-fiction, qui se passe sur une planète désertique. Bon, vous avez pigé. Évidemment, je parle de Dune. Dune, première partie de Denis Villeneuve, un film que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est magnifique, qui réussit justement à mettre en image ce qui pour beaucoup était une adaptation impossible. Denis Villeneuve, il a été capable, mais c'est l'œuvre d'une vie un petit peu, parce que Denis Villeneuve, tout comme moi, il a lu Dune adolescent, il est tombé dedans, on va dire adolescent, et il a rêvé toute sa vie de réaliser ce film. Il a storyboardé le film quand il était adolescent, et du coup, il a passé peut-être 30 ans à réfléchir à comment faire ce film, et c'est une réussite vraiment formidable. Et vous allez voir que on recroisera le deuxième épisode de ce film encore plus loin dans le classement des meilleurs films. Donc du coup, c'était Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, qui est super, hein, qui est vraiment formidable dans le rôle de Paul Atreides, ce rôle ambigu et complexe, hein, puisque on doit à la fois aimer Paul et être séduit par lui, alors que évidemment la thématique du film est que il faut se méfier et même essayer de faire en sorte de ne pas suivre de leader charismatique. Ça c'est une des réussites du film. Justement de ne pas perdre le point de vue de Frank Herbert. Voilà, première recommandation, place 119, Dune, première partie de Denis Villeneuve, un film de 2021 qui a rendu beaucoup de fans de SF heureux. Alors, on passe du Coca Light, comme j'aime bien dire, un dessin animé en place 118, dessin animé de 2015, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est un dessin animé pourtant grand public, mais qui, de mon point de vue, fait appel à des notions extrêmement subtiles et délicates sur le fonctionnement de l'esprit humain. Donc un animé nord-américain, ça vous dit quelque chose? Deux réalisateurs, Pete Docter et Ronnie Del Carmen. Vous connaissez un studio de dessin animé qui a l'habitude de monter des équipes comme ça de réalisateurs. Il s'agit de Vice Versa. Vice Versa, qui est ce film qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau d'un personnage, qui, moi, je pense, m'a permis de mieux comprendre comment fonctionnait mon
ma personnalité et mon cerveau. C'est un très beau film et c'est un peu les derniers films des studios Pixar, j'allais dire Picard. Pixar, c'est à peu près là où je mettrais la fin de leur âge d'or. Il me semble que c'est à ce moment-là que la qualité de leur film a commencé à fléchir. Mais en tout cas, vice-versa, je lui ai mis 8 sur 10. C'est le cas d'ailleurs de tous les films de cet épisode-là. Je leur ai mis 8 sur 10 sur IMDb. C'est vraiment un super film. Et je vous invite à le voir ou le revoir, en particulier en famille, puisque l'avantage de ce film dans cette liste-là, c'est que c'est un film tout public. Donc ça, c'est vraiment super. Alors là, pour la place 117, un film totalement différent, à des années-lumière du précédent. C'est un film de 1979 et c'est un film qui ne provient pas de la plupart de là d'où viennent les films que je vous présente souvent dans cette liste. C'est un film soviétique. C'est un film soviétique de science-fiction, un film soviétique de science-fiction formidable, légendaire, puisque après son tournage, le laboratoire par mégarde et par inaptitude a détruit les négatifs du film, et son réalisateur a tourné une seconde fois le film. Bon, c'était possible à l'époque soviétique. C'est un film de Andrei Tarkovsky. Ça vous dit quelque chose? Je vous parle évidemment de Stalker, ce film formidable, extrêmement étrange, à la beauté magnifique, une beauté complexe, des décors formidables. Ce guide qui permet de pénétrer ce qu'on appelle la zone à l'époque, qui est un endroit où des extraterrestres se sont posés des années auparavant et qui ont altéré la réalité de cet endroit-là. Au centre de la zone est censé être un dispositif mystérieux qui peut réaliser les rêves des gens qui y parviennent, mais évidemment y parvenir, c'est rentrer dans cette zone qui est extrêmement dangereuse, dont les stalkers connaissent les secrets. Sans déconner, c'est vraiment un film formidable, qui est, je crois, disponible sur YouTube en ce moment, parce que film soviétique possédé par personne, en gros. Très beau, très beau. Et puis, ça démontre, évidemment, quelque chose que je vis moi personnellement, que l'imaginaire n'est pas forcément anglo-saxon. L'imaginaire, il est évidemment, il appartient à l'humanité dans sa totalité. Et donc, du coup, chacun peut imaginer sa version de la science-fiction et sa version du formidable, sans puiser forcément dans les mêmes repères culturels que les autres. Donc, Stalker, Andrei Tarkovsky, de 1979, vraiment une expérience cinématographique à s'offrir si vous l'avez pas déjà vu, et un super plan de passer une soirée cinéma à nouveau. Alors là, par contre, je le ferai pas en famille. C'est quand même, bien que c'est plus étrange que terrifiant. 116 places. Un film dont le réalisateur a dit qu'il ne le tournerait pas certainement actuellement, qui est un film de 2008, un film anglais qui se passe en Inde. Ça vous dit quelque chose? C'est un film de Danny Boyle avec Dave Patel. Bon, vous avez pigé. Évidemment, je vous parle de Slumdog Millionnaire. Un film que moi j'ai beaucoup aimé à l'époque, mais qui a mal vieilli, on dirait, puisque maintenant il est clairement malvenu pour un Anglais de faire un film comme ça. L'expression slumdog, par exemple, n'existe pas. C'est vraiment une construction colonialo-anglaise sur l'Inde, et du coup, Danny Boyle, là maintenant, il assume plus son film. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais kiffé, j'avais trouvé ça beau. Je pense que c'est un bon film, mais effectivement, un film du passé. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que quand on raconte une histoire, on se puise sur les valeurs de cette époque-là.
Et là, clairement, les choses ont beaucoup bougé depuis 2008. Du coup, est-ce que je le recommande? Oui, je le recommande quand même à voir dans le contexte de 2008. Chouette musique en plus. Non, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, moi. Mais bon, voilà, à prendre un petit peu avec des pincettes maintenant. Alors, je vois un petit coup. J'arrive déjà à la moitié de la liste de cet épisode. Et à la place 115, un film dont je raffole, un film fun, un film vraiment, je rêverais d'être capable d'écrire comme ça des scénarios. D'ailleurs, je vais vous donner le nom du scénariste, Shane Blake, à qui on doit des films formidables comme Les Armes Fatales et compagnie et tout ça. C'est un film écrit par Shane Blake, réalisé par Shane Blake en 2005, et qui va donner une seconde chance à un acteur formidable qui est aujourd'hui probablement une des plus grandes stars du cinéma actuel, mais une des plus grandes stars du cinéma tout court. Ce film qui donne une seconde chance à Robert Downey Jr. Vous voyez de quoi je parle? Ça se passe à Los Angeles. C'est une sorte de film d'enquête, de polar, à la fois noir mais en même temps rigolo. Je vous parle de Kiss Kiss Bang Bang. Déjà, c'est un putain de titre, mais c'est un putain de film aussi, extrêmement fun, super action. L'histoire est formidable. Et moi, j'ai découvert Shane Blake à ce moment-là. Et clairement, je pense que il est un de mes maîtres. En richesse de dialogue, tous ces personnages ont du tac au tac. C'est rigolo, ça se prend pas au sérieux, et pourtant ça vit des choses fortes et dramatiques. Vraiment tip top. Kiss Kiss Bang Bang de 2005 de Shane Blake, qui est vraiment un chef-d'œuvre, clairement. Si vous l'avez pas vu, regardez-le ce soir. Tout à fait cessante, vous passerez une excellente soirée, c'est formidable. Richard Downey Jr., Val Kilmer, Michelle Monaghan, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Donc vraiment là, je pense que c'est exactement le film à regarder ce soir. On enchaîne pour la place 114. Avec un monument du cinéma, mais alors vraiment un monument comme il y en a peu dans l'histoire du cinéma, un monument qui a eu un impact sur la biosphère terrienne, un film de 1975 qui a tellement terrifié l'humanité qu'il a infléchi la population des animaux qu'il met en cause par son histoire. Un film qui se passe pendant l'été dans une cité balnéaire de la côte est des États-Unis. Ça vous dit quelque chose? Les gens commencent à disparaître et visiblement il y a un requin qui mange des gens. Évidemment, je vous parle de Jaws, les Dents de la Mer. Ce film vraiment formidable, mais est-ce qu'il aurait pas mieux valu ne pas le tourner et sauver des millions et des millions de requins? C'est une question à se poser. Moi, c'est un film que j'adore, que j'ai vu gamin, qui m'a marqué et que j'ai revu de nombreuses fois. Il est fascinant. Il y a des mouvements de caméra formidables. Spielberg, le réalisateur, en est au début de sa carrière et il a déjà une grande partie de sa grammaire. Et clairement, d'un point de vue technique, c'est vraiment un grand du cinéma. Et je dirais même tout de ce film est devenu totalement sacré pour tout le monde. We Need a Bigger Boat, par exemple, c'est une blague que je fais couramment et qui va parler à beaucoup de gens. C'est vraiment un film formidable. J'y vois, pour moi, de mon point de vue, quelque chose de très beau aussi. C'est un petit film à l'époque. C'est un film dont ils ne réussissent pas à faire les effets spéciaux qu'ils ont prévus. Ils avaient prévu de tourner avec un requin robot, mais évidemment, en 79, la tech, elle est nulle. Et ils réussissent pas à faire ce qu'ils veulent. Et donc, Spielberg décide de faire de sa faiblesse une force. Ce qui est vraiment pour moi une de mes lignes directrices dans la vie. Et il dit bon, ok, je peux pas montrer mon requin, je vais pas le montrer. Et du coup, c'est ça qui en a fait un film terrifiant. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre pur et dur. Peut-être que si vous êtes une personne après les années 2000 que vous n'avez pas vu ce film-là,
c'est ce film-là qui invente tous ceux que vous avez vus depuis. Et ça vaut vraiment le coup. Et il n'a pas réellement vieilli. Alors évidemment, personne ne sera sur TikTok dans le film. Mais à part ça, le film est totalement d'actualité. Il met en situation, par exemple, un immense classique de l'autorité incompétente. Évidemment qu'il faut fermer la cité et interdire aux gens de se baigner, mais voilà, c'est le 15 août, le maire a pas envie d'arrêter son business, et il faut que la ville tourne. Bon ben voilà, c'est Jaws qui invente ce truc-là, qu'on va nous resservir des milliards de fois depuis. Donc voilà, regardez l'original, c'est vraiment un film formidable, beau, intelligent, terrifiant, super quoi. On passe maintenant à la place 113 avec un film. Alors évidemment, vous allez dire, mais Sébastien, tu dis tout le temps du bien de tous ces films. Ben ouais, c'est un best-of. Mais là, c'est un film qui m'est extrêmement cher personnellement. C'est un film qui, je pense, est ma comédie romantique préférée, ou en tout cas pas loin d'être celle-là. Et pourtant, c'est un film extrêmement particulier, extrêmement singulier, avec de la personnalité. Mais c'est une histoire d'amour entre deux personnages, donc je dirais clairement un setting de rom-com. C'est un film de 2002 d'un réalisateur qui à l'époque était au firmament de son talent. D'ailleurs, je viens de voir son dernier film qui est sorti là mercredi. Je pense que il n'est pas plus aussi capable qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années. Peut-être parce qu'il est maintenant trop apprécié, trop vénéré. Donc c'est un film de 2002 avec Adam Sandler qui est, de mon point de vue, dans son meilleur rôle de toute sa carrière. Et Emily Watson qui est sublime dans son rôle féminin principal. Et c'est un film de Paul Thomas Anderson. Vous avez percuté, vous avez trouvé. Je vous parle du film Punch Drunk Love, ivre d'amour, comme précise le titre français, qui est un film sublime sur un Adam Sandler qui est un type un peu chelou. On en a tous connu. On les tient un petit peu à l'écart. À l'école, ils galèrent. Mais potentiellement ils sont capables de bosser, de faire des trucs et tout ça. Il est même peut-être un peu dans le spectre autistique, en tout cas peut-être pas neurotypique. Il y a, souvent dit, il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Il croise une femme qui voit en lui quelque chose qu'elle aime. Lui tombe fou amoureux d'elle. Ce film, il est sur cette attraction magnétique entre ces deux personnes. C'est un film vraiment d'une grande beauté, extrêmement touchant, superbe. Et donc, du coup, c'était Punch Drunk Love. Voilà, si vous avez une soirée avec un crush ce soir, regardez ça, vous allez au moins passer une bonne soirée en regardant un film. On était en 113, on passe en 112 pour, pareil, un film formidable, un film mexicain, un petit film mexicain, un film d'auteur mexicain que j'ai vu par hasard un jour de désœuvrement, certainement. Du coup, sans du tout savoir ce que j'allais regarder, sans savoir que j'allais me confronter à pareil, à un monument du cinéma, à un réalisateur formidable, à des acteurs que je ne connaissais pas. J'aime bien regarder parfois des films dont je ne sais rien. Là, pareil, c'est une histoire de deux copains qui sont un peu désœuvrés un été et qui vont partir en road trip avec une femme plus âgée qu'eux. Il va se passer une histoire d'amour à trois qu'on voit assez peu au cinéma et qui est vraiment magnifique et super forte. C'est à la fois un film d'initiation et un film profond sur l'humanité, je dirais. Je vous parle du film Et ta mère aussi, qui en espagnol, en mexicain, se dit Y tu mamá también, qui est un film sublime de Alonso Cuarón. Alonso Cuarón qu'on verra dans des films 1000 fois plus gros
et pour certains super réussi aussi. Mais là, clairement, il joue déjà ses gammes de grands réalisateurs dans Y tu m'amas también. Et c'est avec Maribel Verdú, Gabriel Garcia Bernal, qui est au tout début de sa carrière. Je crois que d'ailleurs il chope une palme ou un truc du style à ce moment-là. C'est ça qui lance sa carrière. Et il y a aussi, alors lui, on va le revoir dans des rôles secondaires, mais pareil, c'est la première fois que je le vois. C'est Daniel Jiménez Cacho, qui est pareil une tête qu'on reverra plus tard après ce premier film, qui les a mis en orbite clairement et qui est vraiment sublime. Donc c'était Y tu m'amas también. On passe maintenant à la 5e position, c'est-à-dire l'avant-dernier film de cet épisode-là, pour un film formidable que j'ai vu de nombreuses fois. Et qui d'ailleurs que j'ai préféré après l'avoir revu par rapport au premier visionnage du film. C'est un film de 2005 qui est un film de science-fiction, une adaptation d'un comics qui avait lui-même beaucoup marché à l'origine. Bon, évidemment, quasiment tous les films dont je parle sont des adaptations, à part peut-être Kiss Kiss Bang Bang qui est une création. Slumdog Millionnaire aussi, à l'époque on faisait encore des nouveaux films. Stalker aussi. Non, Stalker c'était une adaptation d'un roman russe. Vice versa, c'est une création. Dune, c'est une adaptation. Ouais, beaucoup d'adaptations dans ce top. Hein. Donc là, en tout cas, il s'agit de l'adaptation d'un comics sur une Angleterre dystopique, clairement fascisante. Et sur comment des gens peuvent se dresser pour lutter pour la liberté. Je vous parle évidemment de V pour Vendetta, un film de James McTeague fait sous le patronage des sœurs Wachowski. C'est d'ailleurs un script des sœurs Wachowski. On est à l'époque, à l'âge d'or des frangins Wachowski. Et ce film, il est vraiment formidable. Il est devenu totalement emblématique puisque le masque de Guy Fawkes est devenu le masque de Anonymous maintenant et est porté dans toutes les manifestations. Et ça incarne, je dirais, complètement la rébellion du 21e siècle. Donc un super film si vous l'avez pas vu, de voir Nathalie Portman dans un de ses meilleurs rôles aussi, hein, où elle est pas là juste une petite princesse fragile, elle est badass à souhait et c'est ça toute la beauté du méta-personnage de Nathalie Portman, hein, capable de jouer des toutes petites nénettes super balèzes. Du coup, V pour Vendetta, super film. James McTeague, je suis pas certain qu'il ait fait grand chose d'autre d'intéressant comme film, faudra que je regarde. En tout cas, V pour Vendetta est vraiment tip top, je vous le conseille grandement. Et donc maintenant, 110e place, c'est rigolo parce que je vous parlais d'un de ces films précédemment, je vous parlais de Punch Drunk Love. Je vous parle maintenant d'un nouveau film de Paul Thomas Anderson, un film de 2014, une sorte de film de la Beat Generation, même si c'est pas réellement le cas. Je vous parle de Inherent Vice, qui lui est vraiment un super film, un film psychédélique où les mecs prennent pas mal de dope. Mais où vraiment c'est un film d'une grande beauté. Je vous lis le prémisse sur IMDb. En 1970, Larry Sportello, dit Doc, un enquêteur privé spécialisé dans le traitement de la toxicomanie à Los Angeles, enquête sur la disparition de son ex-petite amie. Et donc du coup, c'est super musique, super ambiance, cinématographie psychédélique. Un très beau film. Donc du coup, c'est 2014. Paul Thomas Anderson faisait encore des très bons films en 2014. Comme je vous le disais, j'ai vu jeudi soir, Une bataille après l'autre au cinéma. Et j'ai été extrêmement déçu par ce film. Et donc, Une bataille après l'autre ne sera jamais dans ce classement des 197 meilleurs films du cinéma.
On dirait qu'il a oublié comment on écrit un scénario, Monsieur Paul Thomas Anderson, qui est pourtant un des seuls réalisateurs américains à avoir le droit aujourd'hui de réaliser ses propres films dont il a écrit le scénario. Donc c'est plutôt important qu'il les écrive bien. Bon ben voilà, et je lui dois beaucoup de mes films préférés, donc du coup je lui pardonne totalement cette errance. Du coup voilà les amis, vous savez peut-être quoi regarder ce soir ou demain soir ou à un autre moment, ou vous regardez peut-être des films le matin. C'était des images qui bougent avec Seb Jonkou pour Glitch Publishing. Je vous fais un petit coup de YouTube Game. Likez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous évidemment et partagez la vidéo à vos potes. Et aussi, ce qui nous aide beaucoup, c'est quand vous commentez, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson? C'est peut-être le film qui vous a fait le plus kiffer. En tout cas, parlez-moi de vos films préférés, interagissons. Notre maître absolu, Monsieur l'algorithme, appréciera que vous vous intéressiez à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. J'enregistre ça un petit peu au fil de l'eau quand je suis dispo. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver à chaque fois que je fais cette émission. Allez, à la prochaine. Salut, c'était Seb Jonkou.